pays. Regardons. Ce lundi 2 décembre, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a débuté la journée par un mini pèlerinage dans la cathédrale où se trouve la tombe de la bienheureuse Anouarité, tuée en 1964 à Isiro en raison de sa foi. Le chef de l'État Félix Tshisekedi et la distinguée première dame Denise Nyakero ont déposé leur couronne de fleurs devant la tombe de cette religieuse morte en martyr pour sa foi. À Isiro, il n'y avait pas meilleur endroit que cet aérodrome désaffecté pour recevoir le couple présidentiel, des milliers de pèlerins, des fidèles et les prélats catholiques pour organiser la grande messe marquant les 60 ans des martyrs d'Anouarité. Dans son homélie, l'archevêque Marcel Outembi a fait un parallélisme entre les circonstances ayant conduit à la mort d'Anouarité et la situation actuelle dans l'est du pays. Cette exhortation de Jésus à ses disciples a résonné avec un accent particulier aux oreilles et dans la bienheureuse Anouarité. Elle est morte le 1er décembre 1964 dans la sombre histoire de rébellion. Notre pays était déchiré par une sanglante rébellion caractérisée par des pillages, les vols, les massacres, les viols, les tortures, les violences de toutes sortes, et j'en passe. Le contexte sociopolitique dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est peut-être pas différent de celui dans lequel a vécu Anouarité, particulièrement dans la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. Invité à prendre la parole, le président de la République a confirmé l'appui du gouvernement à l'Église catholique tout en l'invitant à rester impartial. C'est à vous, jeunes, vous êtes l'avenir de ce pays. Et en vous inspirant de l'exemple de la vie de la sœur Marie-Clémentine Anouarité, vous apprendrez à aimer votre pays, car elle s'est opposée à cette rébellion qui jadis avait martyrisé les populations de cette contrée et avait divisé le pays, qu'ils vont essayer de s'adresser pour vous manipuler et vous entraîner dans des violences contre votre pays, contre vos propres compatriotes. N'écoutez pas ces chants de sirènes qui visent tout simplement à vous maintenir dans la dépendance. L'Église, au même titre que tous les acteurs sociaux, est invitée à jouer sa partition pour aider les Congolais à s'unir et à trouver des solutions à leurs problèmes par le dialogue. Elle doit donc être réellement au milieu du village. Bien avant les chefs de l'État, tous les prélats catholiques ont vanté toutes les vertus incarnées par Anouarité. Elle reste un exemple pour la jeunesse, particulièrement la jeune fille et les religieuses consacrées. Le président de la République a profité de ces 72 heures passées à Isiro dans les Hauts-Touélé pour échanger avec les différentes représentations de la population de la province. Les autorités coutumières et les confessions religieuses ont été les premières à discuter avec Félix Antoine Tshisekedi sur la situation globale de la province. Poursuivant sa mission d'itinérance à Isiro, le chef de l'État a voulu écouter les représentants des différentes couches de la population. Premier à être reçu, le chef coutumier ont présenté au chef de l'État les préoccupations majeures de leur entité dans un mémorandum. Très attentif à leurs demandes, le chef de l'État a pris l'engagement de donner une suite favorable à leurs demandes. Excellences et Monsieur le Président de la République, nous implorons votre autorité à passer nous doter des moyens
tant matérielle que financière, en vue de faire face aux problèmes de nos entités. C'est notamment les moyens de mobilité, les engins de cartonnage manuel pour réouverture des routes et des dessertes agricoles, les équipements bureaucratiques et autres. De leur côté, le chef des confessions religieuses ont également présenté le tableau social de la province. Ils ont dit adhérer totalement au projet de la réforme constitutionnelle. Le président de la République a dû tout mettre en œuvre afin d'apporter des réponses concrètes aux problèmes posés. Nous sommes des serviteurs de Dieu pour intercéder en faveur du chef de l'État, en faveur de la nation congolaise. Et nous avons aussi posé les problèmes de ce qui ne marche pas dans notre province, surtout l'enclavement de la province, le manque de mobilité, donc le moyen de transport, le manque d'un hôpital digne, le manque de morgue et d'autres situations. Même l'université n'est pas dotée de laboratoires et de bibliothèques avec le matériel adéquat. La province du Haut-Ouélé, menacée par plusieurs groupes rebelles, notamment le Seleka et le Mbororo, une situation qui dérange la province. Le député national et provinciaux l'ont signalé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une audience leur accordée. Ils ont aussi tous plaidé pour le renforcement des éléments des forces armées et de la police. La présence du chef de l'État à Isiro était l'occasion indiquée pour les députés nationaux et provinciaux de présenter aux garants de la nation le problème réel de cette province. Les élus nationaux ont présenté les tableaux sécuritaires, économiques et celui des infrastructures. Nous avons le défi sécuritaire que nous avons au nord. Il y a les rebelles Seleka qui viennent du RCA. Nous avons encore les Mboro, nous avons les rebelles sud-soudanais qui ont fui au Congo des réfugiés, mais qui, chaque fois, occasionnent l'incursion de l'armée soudanaise dans le territoire de Farage, et le banditisme qui règne dans les régions minières. Tout ça devait apparaître au chef de l'État, parce qu'une des causes de l'insécurité que nous avons, c'est l'insuffisance des éléments des forces armées et de la police. Alors, on le lui a présenté, et nous souhaiterons qu'on puisse mettre à disposition de nos militaires et de la force de l'ordre des moyens logistiques pour pouvoir assurer complètement la sécurité. Même optimisme du côté élus provinciaux. Proches physiquement de la population, ils ont obtenu des réponses rassurantes du chef de l'État. Nous, étant élus, nous devons expliquer à la population l'importance de l'agriculture dans notre province, qui doit être la priorité des priorités. Donc, c'est sa devise de la revanche des sous-sols sur les sols. Il nous a expliqué clairement comment il veut transformer le Haut-Ouélé. Et nous avons demandé à ce que, si le président de la République peut renforcer la sécurité, parce que nous ne pouvons pas faire les champs si les Mbororo sont là avec leurs bêtes qui menacent les champs de nos pauvres populations. Entre-temps, sur terrain, les réalisations sont très palpables. Grâce au projet d'infrastructure, la voirie urbaine d'Isiro est en train de métamorphoser cette ville de pèlerinage. Le rapport sécuritaire détaillé de la province du Haut-Ouélé, déjà sur la table du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un rapport lui soumis par le commandant de la 2e zone et autres services de sécurité et de défense. C'était au cours du Conseil de sécurité provincial présidé par le garant de la nation. Les comptes rendus de cette réunion avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. On écoute Jacques Menchabani. C'était un conseil de sécurité provinciale élargi, avec la présence du commandant 2e zone qui va au-delà de la province du Haut-Ouélé, la présence de son Excellence Madame le Premier ministre et le VPM Défense. Le président a reçu l'état de lieu et le rapport sécuritaire de toute cette zone
principalement de la province du Haut-Ouélé. Il a écouté les différents responsables et il a eu l'opportunité de donner des instructions pour une meilleure sécurisation non seulement de la zone, de la province, mais aussi des populations. Tout ce que vos téléspectateurs et vos auditeurs peuvent retenir, c'est que la réunion a été abondante et des instructions ont été données par le commandant suprême. Restons encore momentanément dans la province de Haut-Ouélé. Nous ne combattons pas contre notre propre pays, mais plutôt nous devons savoir résister, à l'exemple de la bienheureuse Annualité Nengampeta qui a refusé le dictat du mal. Ce sont des mots prononcés par la première ministre Judith Suminwa lors de son recueillement au sanctuaire de la bienheureuse hier lundi, juste après avoir assisté à la messe du 60e anniversaire. Chimendondo pour les explications. La célébration eucharistique terminée le lundi 2 décembre 2024. Le retour en famille s'est fait dans la joie. Sur sa route, la première ministre fait un arrêt sur les lieux symboliques, la Maison Bleue, le sanctuaire. C'était important de pouvoir venir ici. C'est là, cet homme symbolise ce qu'elle a vécu. Et elle a vécu parce qu'elle a voulu rester pure, elle a refusé le dictat et c'est quelque chose qui est très inspirant pour nous. Dans tout ce que nous faisons, nous devons regarder comment rester droit dans ce que nous faisons. À cette époque où le pays est agressé, on doit s'inspirer de cette attitude, particulièrement comme l'a dit le chef de l'État, les jeunes, s'assurer que nous ne combattons pas contre notre propre pays. Fille de l'Église catholique, Judith Suminwa Tuluka s'est engagée avec ferveur à poursuivre le plaidoyer pour la canonisation de la bienheureuse Marie-Clémentine Annualité Nengampeta. Tout ce qui va être fait ici, dans le cadre du sanctuaire, le développement, ça va ramener des pèlerins, etc. Que ce soit en termes de sécurisation, que ce soit en termes de réhabilitation de routes, etc., contribue au développement du pays. Née en Wamba, en 1939, la bienheureuse Annualité Nengampeta a été tragiquement assassinée en 1964, mais son message d'amour et de résistance transcende les temps. Et puis, l'organisation de la célébration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse congolaise Annualité Nengampeta, sujet au cœur du briefing presse animé par le ministre des Médias et de la Communication, Patrick Muyaya, avait à ses côtés les gouverneurs de la province du Haut-Ouélé et le recteur du sanctuaire Maison Bleue. Le compte-rendu de ces briefings avec Jacques Aboba. Lors du briefing presse tenu le dimanche 1er décembre 2024 à Isiro, dans la province de Haut-Ouélé, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katimbwe, a co-animé la rencontre accompagné du gouverneur des provinces, Jean Bakomito Gambou, et M. l'abbé recteur du sanctuaire Maison Bleue, Ferdinand Kwadje. Thème retenu, 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Marie-Clémentine Annualité Nengampeta. Annualité, nous tous, quand nous grandissions, nous connaissions, nous étions pour la plupart élèves dans les écoles catholiques. On connaissait les groupes Kizito Annualité. Annualité, c'est cette grande dame dont l'histoire vous sera en grande partie racontée ce soir. Un petit moment d'histoire, mais aussi de pédagogie sur le parcours de cette Congolaise d'exception qui a connu les malheurs parce qu'elle a défendu sa foi chrétienne. 1959, qu'elle a émis ses premiers vœux de religieuse. Et après 5 ans, les rebelles sont allés arrêter les sœurs à Bafabaka. Ils ont préféré garder les sœurs dans cette maison-là parce qu'ils voulaient abuser des religieuses. Et alors, après avoir mangé, il fallait retourner la sœur Annualité auprès de M. Ngalo à la maison Bamboulé. C'est là où la sœur Annualité a opposé une résistance farouche. C'est alors que le colonel Olombé, il a d'abord donné un coup de crosse à la sœur Jean-Baptiste et il a cassé son bras gauche. Au moment où celle-ci gisait par terre, alors il s'occupait de la sœur Annualité. D'abord, il lui a donné un coup de crosse au front et puis
quand la sœur Anouarit lui a dit, bon, moi je ne veux pas commettre ces péchés. Je préfère mourir que de commettre ces péchés. Il a continué à maltraiter la sœur. Et à un moment donné, la sœur lui a dit, je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Il a pris son revolver et il a tiré sur les bras gauche de la sœur Anouarit. Et là, la sœur Anouarit gisait par terre et elle a dit, c'est ainsi que je l'ai voulu. C'est alors que le colonel Olombe a fait venir deux petits rebelles. Alors, il a donné l'ordre de transpercer là plusieurs coups. C'est alors que ces deux petits rebelles ont transpercé la sœur Anouarit au niveau des thorax, 5 coups chacun. Et là, la sœur était complètement épuisée. Elle gisait par terre et le colonel Olombe est allé dire aux religieuses qui étaient enfermées dans la chambre que nous appelons aujourd'hui oratoire, il est allé leur dire, voilà, j'ai tué votre consoeur comme elle a voulu. Venez prendre son corps. C'est alors que les sœurs sont venues, elles ont pris le corps de la sœur Anouarit, amené dans la chambre que nous appelons oratoire aujourd'hui, et c'est là où la sœur a rendu l'âme. Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta, Marie de la pureté, un modèle de la non-compromission, exemple de l'honnêteté envers soi-même et sa communauté. Et puis, la province du Haut-Uélé dit être honorée par la présence du couple présidentiel et autres personnalités venues rendre hommage à Anouarit Nengapeta à travers ses grands-messes dites en son honneur. On écoute le gouverneur de la province qui a également remercié le chef de l'État pour sa volonté de développer son entité. Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant que fervent serviteur de Dieu et constamment à l'égard de son peuple, vous avez décidé, en dépit de votre charge, de communier avec les filles et fils du Haut-Uélé et participer ainsi, physiquement et spirituellement, à la commémoration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Marie Clémentine Anouarit Nengapeta, tout en accomplissant votre visite de travail dans cette partie d'extrême est de notre pays. Votre présence, plus que rassurante, et celle de la première dame, plus que maternelle, nous réconforte et nous confirme la concrétisation et la réalisation de votre vision pour notre province, notre pays. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de ses grâces pour que vous puissiez continuer avec détermination à présider le destin de notre pays. Allez, on tourne cette page de la province de Haut-Uélé. Rendons-nous dans la province voisine, Haut-Uélé. C'est la fin de la mission de travail du directeur conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Lors de sa dernière journée, il a discuté avec le gouverneur militaire sur la lutte contre l'impunité, gage du retour de la paix dans la province. D'autres précisions avec Junior Selemani. Le rétablissement d'une paix durable en Ituri passe par le désarmement des guerres de fils et filles, mais également par l'application de la justice à l'endroit des auteurs de crimes commis durant ces dernières années dans cette province. 2 points sur lesquels ont porté une séance de travail ce dimanche 1er décembre entre le lieutenant général Lubuyanka Shomanjuni, gouverneur militaire de l'Ituri, et le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Au sortir de ces échanges, Patrice a laissé entendre devant la presse que l'on ne peut jamais arriver à la paix dans un climat d'impunité. Donc il faut aussi accepter de faire face, de répondre de ces actes. Et je crois qu'il est le moment aussi venu pour nous de dire la vérité sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre. Ce haut cadre des Nations Unies appelle la population iturienne au respect des droits humains en vue de donner la chance à la paix. Et de tous ceux qui aussi choisissent les voies des armes, pour leur dire si on accorde la place à la paix, si on accorde la place au vivre ensemble, évidemment les différends peuvent être résolus en utilisant le droit
plutôt qu'en utilisant les armes. Rappelons que depuis l'instauration de l'état de siège, nombreuses audiences foraines sont organisées à Ituri, signal fort du renforcement d'un état de droit dans cette province sous état de siège qui produit les résultats escomptés selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouverture hier au Centre supérieur militaire de l'atelier pour l'élaboration de la doctrine de l'enseignement militaire, atelier organisé par l'état-major des FARDC avec l'appui technique de la division de la réforme de la sécurité de la MONUSCO. Plus de précision avec Nicole Sesseploka et Papim Bongo. Dans son mot d'ouverture, le commandant des écoles militaires, le lieutenant-général Obed Rubasira, représentant personnel du chef d'état-major général des FARDC, après avoir rendu un vibrant hommage au chef de l'État et commandant suprême des FARDC pour sa vision en vue de la montée en puissance de l'armée, a invité les participants de donner le meilleur d'eux-mêmes car les FARDC attendent beaucoup de cet atelier qui devrait leur permettre de s'adapter aux nouveaux défis en matière de sécurité. Le deuxième objectif de cet atelier est de présenter un canevas qui invite à la réflexion dans un délai plus ou moins bref à la formation dans un cadre semblable à celui de la doctrine de la force terrestre. Nous avons dans l'idée qu'une telle dynamique pourra amener la formation des doctrines de tous les autres forces, corps et services qui n'en ont pas encore. Mais auparavant, le directeur de la division réforme du secteur de la sécurité de la MONUSCO, Eli Dieng, a réitéré la gratitude de la MONUSCO d'avoir été associé à ce projet, car cet atelier constitue un moment clé pour l'avenir des FARDC et de ces faits. Tous les acteurs impliqués ont un rôle à jouer dans sa réussite. Il s'est dit convaincu que ces travaux de 5 jours permettront de jeter les bases d'une doctrine solide, claire et adaptée aux besoins de la République démocratique du Congo. Autre titre annoncé à l'ouverture de ce journal. Bientôt, le début de la mise en œuvre du projet de construction d'une ligne d'interconnexion des 60 km Luano en Zambie et Kasumbalesa en RDC. Un projet qui pèse 270 millions de dollars américains. La mise en service de cette nouvelle ligne est attendue en 2027. Les deux pays sont autour d'une table pour la dernière discussion, comme nous dit Yvette Makontima. Vers la construction d'une ligne d'interconnexion de 64 km Luano-Kasumbalesa. La République démocratique du Congo, la RDC et la Zambie s'accordent à mettre en place plusieurs projets communs dans le domaine énergétique. C'est ce qui a justifié la présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba-Mouba en terre zambienne. Avec son collègue zambien Makozo Chikote, il a été également question de revitaliser les accords bilatéraux signés en 2015 concernant les aménagements des centrales hydroélectriques sur la rivière Luapula, y compris le projet d'interconnexion à 330 kV entre Kalumbila en Zambie et Kolwezi en RDC. Nous avons discuté sur deux grands projets éventuellement. La construction d'une nouvelle ligne d'interconnexion entre la Zambie et la RDC de 64 km qui permettra aussi la construction d'un nouveau poste. Notre rencontre ce soir se focalise sur les problématiques de l'avenir, dont principalement l'agriculture et le secteur des mines. Et cette rencontre ce soir était pour mettre en cause et discuter surtout sur toutes les problématiques qui concernent ces deux secteurs qui sont les secteurs de l'avenir de l'Afrique, en particulier de la RDC et de la Zambie. La clôture financière est prévue pour juin 2025 avec une mise en service commerciale attendue fin 2027 pour un projet qui pèse 270 millions de dollars américains. Accident routier, incendie, inondation, le gouvernement congolais veut cette fois-ci mettre en place un nouveau système d'intervention rapide contre toutes ces catastrophes naturelles. En séjour à Dubaï, la vice-ministre en charge de l'Intérieur s'inspire du modèle des Émirats arabes unis. Et Jeuni Tchilakamba a visité les installations de la grande usine moderne NAFCO. Tete Bunkunja nous explique.
La mise en place urgente d'un système efficace de la protection civile demeure la priorité du gouvernement souminois, conformément à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en deuxième jour son repos pour la vice-ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tshela-Kamba, à Dubaï. Conduite par Marine Djeka Opombo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC aux Émirats arabes unis, la chef de la délégation congolaise a effectué une visite d'expérimentation au sein de la grande usine ultramoderne NAFCO pour s'assurer du bon fonctionnement de leur équipement de haute qualité dans la lutte contre toute catastrophe naturelle au regard des priorités congolaises dont le nombre de la population est chiffré à plus de 100 millions d'habitants. De la théorie à la pratique, la vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba et toute sa suite n'ont pas voulu échapper à une seule étape de ces processus tendant à sauver les vies humaines et leurs biens contre les accidents routiers, incendies et inondations. Les derniers incendies de Kinshasa qui ont vu la vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba se déployer d'urgence pour sauver notamment plus de 100 bus de la société Transco vont constituer les matières de réflexion autour de la grande usine multinationale NAFCO pour l'implémentation d'un système d'équipement à la taille du pays. Justice avant de nous séparer. L'RDC est de nouveau en justice contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple. Le procès débute déjà le 12 février 2025 à Arusha en Tanzanie. Kinshasa attaque Kigali pour des tueries, pillages, viols et massacres commis dans l'est de la RDC. L'annonce a été faite par le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba au cours d'une conférence de presse à laquelle a assisté Rodé Panda. Le point de presse de ce lundi 2 décembre 2024, tenu par les vice-ministres de la Justice et Contentieux international, était l'occasion pour Maître Samuel Mbemba Kabuya d'annoncer officiellement l'ouverture de l'audience publique entre le Rwanda et la RDC à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Devant la presse, Samuel Mbemba a indiqué que l'ouverture de l'audience est prévue le 12 février 2025 à Arusha. Depuis des décennies d'agression de notre pays, jamais le Rwanda et Paul Kagame n'ont été poursuivis en justice à travers des procès réels à tous les niveaux comme on le voit maintenant. Aujourd'hui, il y a 3 procès en cours contre Paul Kagame et le Rwanda grâce à l'action, la conception de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a conçu le Front judiciaire international, il a diligenté des procédures et maintenant des procès sont ouverts. Au niveau de l'Union africaine, la procédure s'ouvre devant la juridiction. Ce qui était utopique et même impensable d'intenter le Rwanda en procès judiciaire. Aujourd'hui, cette masque est tombée. Paul Kagame et son Rwanda sont poursuivables devant la justice pour un procès réel. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, Mukumina Sedouga, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Yannick Liangumba Chamberton, Alain Sodi, Héritier Katenzi, les tout sont des Joseph, Oscar Mbal Kaïch. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h30.